Bonjour la famille, tente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. La journée d'Amara Johnson commençait toujours dans le calme avant l'aube. Le doux bourdonnement du réveil la tirait du sommeil à 5 heures du matin, et elle se glissait doucement hors des couvertures, s'assurant de ne pas déranger Kelvin, son mari. Pieds nus et prudente, elle se dirigeait vers la cuisine pour lancer la cafetière. Pendant que l'arôme du café frais remplissait la petite maison de banlieue, elle commençait sa routine quotidienne avec une efficacité mécanique. Avant que Kelvin ne se réveille, Amara préparait son costume fraîchement pressé, assortissant soigneusement la cravate aux fines rayures de sa chemise. Elle préparait son déjeuner, s'assurant d'inclure la moutarde supplémentaire qu'il aimait tant. Les petits gestes qui, pour elle, symbolisaient la dévotion et l'amour. Un matin, alors qu'elle se tenait près de la cuisinière à retourner des crêpes, elle entendit Kelvin entrer en traînant les pieds dans la cuisine. Il était encore à moitié endormi, les cheveux ébouriffés et les yeux bouffis. Elle lui offrit un sourire éclatant. « Bonjour », dit-elle, la voix douce, espérant une chaleur similaire. Il jeta un coup d'œil à l'assiette, prit une gorgée de café et marmonna « Bonjour ». Il n'y eut pas de merci, aucune gratitude pour les soins qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Il la regardait à peine. De l'extérieur, elle acceptait son comportement laconique avec un léger signe de tête, mais à l'intérieur, son cœur se dégonflait un peu à chaque fois. Son téléphone vibra avec un SMS de sa voisine, Madame est-elle. Astérisque tu es réveillée, ma douce? N'oublie pas de sourire aujourd'hui, astérisque Amara sourit à l'écran. Ce contrôle quotidien de sa voisine plus âgée était parfois le seul encouragement doux qu'elle recevait. Avant que Kelvin ne parte au travail, elle lui tendit son sac déjeuner. Les coins de sa bouche tressaillirent dans ce qui aurait pu être une tentative de sourire. Mais la plupart du temps, elle obtenait un grognement en retour. « N'oublie pas que j'ai ce rassemblement au bureau plus tard, dit-il. Tu ferais mieux d'être prête avant 6 heures. Ne me fais pas attendre. » Amara hocha la tête. « Je serai prête. Tu as besoin que je ramasse quelque chose? » Non, répondit-il, la regardant à peine. Il attrapa ses clés et sortit sans un mot de plus. Alors que la porte d'entrée claquait, Amara resta là dans le silence de son salon autrefois douillet. Elle essaya d'ignorer la piqûre, la mettant sur le compte du stress ou peut-être simplement de sa personnalité. Elle se murmura, astérisque il sera de meilleure humeur demain astérisque, refusant d'admettre la douleur croissante dans sa poitrine. Elle repoussa toute amertume, voulant désespérément préserver la paix. Mais au fond, elle sentait une petite graine de doute. Elle pressentait qu'il y avait quelque chose de plus dans la distance de Kelvin, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner. Elle s'approcha de la fenêtre et le regarda reculer de l'allée. Le soleil n'était même pas encore complètement levé, et déjà elle avait l'impression que la journée l'avait épuisée. Elle ferma les yeux et expira. Un autre jour astérisque, se dit-elle, déterminée à continuer d'être la femme parfaite. Même si cela signifiait faire semblant que tout allait bien, alors que ce n'était peut-être pas le cas. Plus tard ce matin-là, tandis qu'Amara essuyait la table de cuisine et faisait la vaisselle, son esprit vagabondait vers la vie qu'elle s'était autrefois imaginée. Elle se rappela la lettre d'acceptation à un programme d'architecture prestigieux, le frisson dans sa poitrine lorsqu'elle réalisa qu'elle pourrait un jour concevoir des gratte-ciel, des musées ou même des maisons que les gens chériraient. Elle se souvenait avoir placé la lettre encadrée sur sa table de chevet, la lisant chaque nuit avec des yeux pleins d'espoir. Ce rêve s'évanouit le jour où Kelvin insista, « Nous n'avons pas besoin de 2 carrières dans cette maison. » À l'époque, sa voix avait été si confiante, parsemée de promesses. Il dit qu'il serait le pourvoyeur et que son travail serait de prendre soin du foyer, peut-être de fonder une famille un jour. L'idée de astérisque nous astérisque sonnait si attrayante, si réconfortante. Elle avait accepté, croyant faire un sacrifice par amour et unité. Pourtant, des années plus tard, ses journées tournaient autour des tâches ménagères, des courses et de l'attente que l'emploi du temps de Kelvin se libère suffisamment pour l'inclure. Les manuels d'architecture qui remplissaient autrefois ses étagères avaient été rangés dans des cartons. Parfois, elle se faufilait dans le garage, ouvrait une vieille boîte poussiéreuse et passait ses doigts sur ses vieux cahiers remplis de croquis de maisons de rêve et de paysages urbains. Elle fermait les yeux, se rappelant le sentiment d'avoir un potentiel illimité. Occasionnellement,
elle déterrait même de vieux concours de design auxquels elle avait voulu participer. Elle voyait ses soumissions à moitié finies, les lignes soigneusement tracées, les notes codées par couleur sur la façon d'améliorer chaque design. C'était avant qu'elle ne range tout, car Kelvin avait dit « Mon travail est assez stressant sans que tu te précipites pour essayer d'être une architecte géniale. » Une fois, elle avait essayé de le persuader de la laisser étudier à temps partiel, juste quelques cours par semaine. Il l'avait qualifiée de frivole, lui disant « Concentre-toi sur ce qui compte. » D'ailleurs, cette affaire d'architecture est un rêve creux. Les mots piquaient, mais elle avala sa déception. Maintenant, dans la maison silencieuse, tandis qu'elle nettoyait la dernière vaisselle, Amara ressentit un désir qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps. Elle s'essuya les mains et regarda autour d'elle dans le salon. L'endroit semblait vide, malgré les décorations qu'elle avait choisies si soigneusement. Elle se dirigea vers les cartons qu'elle gardait près d'une étagère d'angle. Ouvrant l'un d'eux, elle en retira un vieux plan fripé. Ses yeux suivirent les lignes, se rappelant l'excitation qu'elle avait autrefois ressentie en le dessinant. Son téléphone vibra avec un nouveau message. Elle posa le plan de côté et tendit la main vers son téléphone, s'attendant à moitié à ce que ce soit Kelvin. Mais ce ne l'était pas. C'était un rappel d'un forum d'architecture qu'elle suivait en ligne. Astérisque concours local de design à venir. Date limite de soumission le mois prochain, astérisque elle fixa l'écran, ressentant un pincement de regret. Avec un soupir, elle éteignit l'écran du téléphone et le glissa dans sa poche. Amara se murmura, ces jours sont partis, n'est-ce pas? Astérisque mais même en le disant, son cœur lui disait que ce n'était pas entièrement vrai. Quelque chose en elle insistait sur le fait que ses rêves n'étaient pas morts, seulement endormis. Ce soir-là, Kelvin insista pour qu'Amara l'accompagne à un petit rassemblement avec ses collègues. Il détestait d'habitude qu'elle l'accompagne, mais pour une raison quelconque, il la voulait là. Nerveuse mais déterminée à le soutenir, elle enfila une robe modeste mais élégante et appliqua soigneusement un maquillage subtil. Elle espérait que ce soir, peut-être, elle s'intégrerait à sa clientèle professionnelle. Lorsqu'ils arrivèrent dans le salon animé, les collègues de Kelvin se mélangeaient déjà au bar. Une mélodie de jazz élégante jouait en arrière-plan. Kelvin la présenta à quelques personnes avec un minimum d'apparat. Au début, tout était cordial. Les gens lui serraient la main poliment, demandaient des nouvelles du trafic, ce genre de petites conversations. Amara essaya de sourire et d'être agréable. À un moment donné, dans le cercle d'hommes portant des costumes impeccables et de femmes en talons de créateur, un des collègues de Kelvin se tourna vers elle et demanda « Alors Amara, qu'est-ce que vous faites ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Kelvin renifla. Elle n'est qu'une femme au foyer. Aucune ambition au-delà de ça, n'est-ce pas? Il rit, un son dur et dédaigneux. Amara sentit les yeux de tout le monde sur elle, certains semblant mal à l'aise, d'autres se joignant à un rire forcé. Amara essaya de faire comme si de rien n'était, laissant échapper un petit rire comme si cela ne la dérangeait pas. Mais intérieurement, elle était mortifiée. Sa gorge se serra, et ses joues devinrent rouges. Elle évitait de croiser le regard de qui que ce soit, surtout ceux qui étaient sympathiques. Kelvin continua à parler comme s'il n'avait rien dit de blessant. Elle pensait se lancer dans l'architecture, leur dit-il d'un geste de la main, mais c'était il y a longtemps. Le groupe passa à autre chose, sirotant leur cocktail et échangeant des ragots de bureau, mais la piqûre de ces mots se logea dans le cœur d'Amara. Elle trouva un moment pour se faufiler aux toilettes, où elle s'enferma dans une cabine, ferma les yeux et prit une série de respirations lentes et tremblantes. Dans le miroir, lorsqu'elle sortit enfin, elle examina son reflet. Un visage doux, des yeux tristes, une lueur de honte qu'elle ne pouvait pas entièrement masquer. Elle se dit, astérisque c'est juste le stress, astérisque il ne le pense pas, astérisque, mais elle peinait à croire sa propre réassurance. De retour au rassemblement, elle fut accueillie par quelques regards compatissants. Kelvin ne remarqua même pas qu'elle était partie. Il était trop occupé à bavarder avec une femme frappante en robe de cocktail rouge. Amara se persuada qu'il s'agissait juste de discussions d'affaires, mais un étrange sentiment la gagna, une intuition qu'elle essayait désespérément d'ignorer. Finalement, la nuit s'acheva. Sur le chemin du retour, Kelvin resta silencieux. À un moment donné, elle rassembla le courage de dire « Kelvin, tu n'avais pas à te moquer de moi comme ça. » Il haussa les épaules. « C'est la vérité. Et ne sois pas si sensible. » Ses yeux brûlaient de larmes qu'elle refusait de verser devant lui.
Elle se tourna pour regarder par la fenêtre de la voiture les lampadaires qui défilaient, chacun illuminant à quel point elle se sentait seule, même assise juste à côté de son mari. Elle voulait crier qu'elle avait de l'ambition, qu'elle avait de grands rêves, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Tôt le lendemain matin, Amara conduisit la voiture de Kelvin pour faire des courses, une routine habituelle de son emploi du temps hebdomadaire. Elle utilisait souvent sa voiture quand la sienne manquait de carburant, car il remplissait rarement son réservoir. Après avoir fait les courses, elle trouva quelque chose d'étrange sur le siège passager. Le reçu était pour de la lingerie chère, de la dentelle noire, de marque haut de gamme, définitivement pas son style, et définitivement pas sa taille. Son cœur battait la chamade. Elle vérifia à nouveau les détails. Grand magasin de marque, acheté le week-end précédent. Immédiatement, un tourbillon de soupçons envahit ses pensées. Elle essaya de se calmer. Astérisque peut-être que c'est un cadeau pour moi, astérisque mais cette rationalisation s'effondra dès qu'elle considéra la taille. Kelvin était avec elle depuis assez longtemps pour savoir exactement ce qui allait. Ce n'était pas pour elle. Un sentiment de naufrage se noua dans son estomac. Elle glissa le reçu dans son sac à main, incertaine de ce qu'elle devait faire. Alors qu'elle démarrait le moteur, son téléphone vibra sur la console centrale. Une notification de message texte apparut à l'écran. Le téléphone de Kelvin était connecté via Bluetooth, donc ses messages étaient synchronisés. Le nom affichait Astérisque Monique, consultante astérisque, avec un emoji cœur. La prévisualisation du message, astérisque tu m'as manqué hier soir, chérie, astérisque Amara eut le souffle coupé. Elle s'efforça de lire le texte complet. Astérisque tu m'as manqué hier soir, chérie. La nouvelle lingerie a fait un tabac. On se retrouve bientôt, astérisque même si ce n'était pas adressé à elle, le message la bouleversa tellement qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Elle resta assise là, sur le parking du supermarché, les mains tremblantes. La vérité était presque trop flagrante pour être ignorée. Ses soirées tardives, son attitude dédaigneuse, les fréquents dîners d'affaires qu'il prétendait avoir. Tout concordait trop bien. Les pensées défilaient dans sa tête. Astérisque confronte le astérisque exige des réponses astérisque dis-lui que c'est inacceptable astérisque mais une autre partie d'elle, la partie qui s'accrochait encore à l'espoir, se demanda si ce n'était pas une erreur. Elle entendit une petite voix en elle dire astérisque il ne ferait pas ça. Pas Kelvin. Pas l'homme pour qui j'ai sacrifié mes rêves astérisque des larmes menaçaient de couler alors qu'elle serrait le volant. Elle secoua la tête, essayant de rassembler son courage. L'air semblait épais, étouffant. Elle devait rentrer chez elle, loin des regards indiscrets, loin de la possibilité de s'effondrer en public. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle s'effondra pratiquement sur le canapé. Fixant le reçu accablant dans une main et le téléphone dans l'autre, elle laissa une seule larme rouler sur sa joue. Elle savait qu'elle devait finir par le confronter, mais le moment, l'approche, tout cela lui semblait écrasant. Elle pensa à lui envoyer immédiatement un SMS, exigeant une explication. Mais un engourdissement la gagna. Elle réalisa qu'elle n'était pas encore prête. À cet instant, elle ne pouvait pas supporter d'entendre les mensonges ou les excuses. Tout ce qu'elle pouvait faire était de se recroqueviller, fermer les yeux et espérer qu'en les ouvrant à nouveau, ce serait un mauvais rêve. L'invitation à la fête du bureau arriva quelques jours plus tard. Kelvin la tendit à Amara, disant « Assure-toi d'avoir l'air bien. C'est un événement important pour moi. » Il y avait une légère tension dans sa voix, comme s'il testait si elle allait résister. Amara examina l'invitation brillante, remarquant que le lieu était une salle de bal d'hôtel haut de gamme en centre-ville. Elle força un sourire et accepta de s'y rendre. À l'intérieur, un mélange de colère et de trahison bouillonnait. Elle n'avait pas encore confronté Kelvin à propos du reçu de lingerie ou du message. Elle attendait son heure, toujours incertaine de la manière d'aborder la confrontation sans sombrer dans le chaos. La nuit de l'événement, Amara porta une robe noire simple mais élégante. Elle accompagna Kelvin dans la salle de bal animée. La musique était joyeuse, les serveurs glissaient avec des plateaux de champagne, et l'élite de la ville se mêlait en groupe. Presque immédiatement, une grande femme sculpturale au maquillage impeccable et vêtue d'une robe rouge moulante s'approcha d'eux. Elle tendit la main à Amara, ignorant Kelvin pour l'instant. « Bonjour, je suis Monique, ronronna TL. La consultante en affaires de Kelvin. » Amara sentit son estomac se nouer. Le nom correspondait à celui du message accablant.
Elle força un sourire poli. Amara. Ravi de vous rencontrer. Kelvin s'éclaircit la gorge. Monique travaille avec mon équipe sur de nouveaux projets immobiliers. Monique passa son bras sous celui de Kelvin comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je l'aide à s'étendre sur de nouveaux marchés, ajouta-t-elle avec espièglerie. Les yeux d'Amara se posèrent sur la main de Monique accrochée au bras de Kelvin. Le geste était intime. Bien au-delà de toute relation professionnelle. Un tourbillon d'émotions agitait Amara. Colère, tristesse, un étrange sentiment d'humiliation. Pourtant, elle resta composée à l'extérieur, ne voulant pas faire de scène publique. Plusieurs collègues de Kelvin remarquèrent la dynamique gênante. Certains lancèrent des regards compatissants à Amara, d'autres semblèrent suffisants, se délectant du drame. Tout au long de la soirée, Monique suivit Kelvin de près, lui chuchotant à l'oreille, riant bruyamment à des blagues auxquelles Amara n'avait pas accès. Il y avait une familiarité indéniable entre eux. Amara essaya de se mêler, mais ses conversations semblaient forcées. Elle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil, les voyant à chaque fois blottis l'un contre l'autre. À un moment donné, Amara s'excusa pour aller aux toilettes, où elle pressa de l'eau froide sur ses joues pour retenir ses larmes. Elle se regarda dans le miroir, sentant une fissure se former en elle. Une qui menaçait de briser sa façade calme. Astérisque, je ne peux pas continuer à faire semblant astérisque, murmura-t-elle. Pourtant, comment gérer cette démonstration publique d'infidélité? Lorsque l'événement prit fin, Kelvin fit signe à Amara de partir avec lui. Sur le chemin du retour, il ne dit rien du comportement de Monique. C'était comme s'il avait complètement normalisé leur proximité. Amara, toujours bouleversée, garda le silence, trop épuisée pour commencer une dispute. Alors qu'ils s'arrêtaient dans l'allée, la tension dans la voiture était presque suffocante. Kelvin sortit sans un mot, et Amara le suivit, le cœur vide. Elle savait que tout avait changé. Monique avait officiellement fait son entrée, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Amara tenta de confronter Kelvin. Elle se réveilla tôt et attendit à la table de la cuisine. Le reçu et le message texte étaient des preuves accablantes, mais elle hésitait toujours, la peur se nouant serrée dans sa poitrine. Lorsque Kelvin sortit enfin, elle prit une respiration tremblante. Kelvin, commença-t-elle doucement. J'ai trouvé un reçu dans ta voiture pour de la lingerie. Pas à ma taille. Et le message. Il la coupa d'un geste de la main dédaigneux. Arrête de fouiller dans mes affaires. Tu n'en as pas le droit. Ce n'est pas fouiller si ça apparaît sur le tableau de bord pendant que je conduis, rétorqua-t-elle, la voix tremblante. Kelvin, tu as une liaison avec Monique? Il ricana, roulant des yeux. Monique est une associée d'affaires, et nous sommes proches parce que nous travaillons ensemble. Ne vois pas trop de choses là-dedans. D'ailleurs, si tu étais moitié aussi intéressante qu'elle, je n'aurais pas besoin de compagnie supplémentaire. Ces mots coupèrent comme une lame. Amara le fixa, le choc et la douleur rayonnant de son visage. Elle déglutit difficilement, essayant de rester calme. Tu viens d'admettre que tu as besoin de compagnie supplémentaire. Tu ne vois pas comment ça sonne? L'irritation de Kelvin flamba. Et alors, si je parle à quelqu'un d'autre? Tu restes à la maison toute la journée, à ne rien faire. Tu n'as aucune ambition. J'ai le droit d'avoir une vie, tu sais. La voix d'Amara craqua. Ce n'est pas juste. J'ai renoncé à ma bourse d'architecture parce que tu as dit que nous n'avions besoin que d'une seule carrière dans cette maison. Il renifla, se penchant avec un air moqueur. Et c'était la bonne décision, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu ne fais pratiquement rien d'autre que cuisiner et nettoyer. Qui te paierait pour ça? Chaque mot résonnait comme une gifle pour Amara. Les larmes montèrent, mais elle refusa de les laisser couler devant lui. Kelvin. Je t'aimais. Je te faisais confiance, dit-elle doucement, sa voix tremblante d'émotion. Il la rejeta à nouveau d'un revers de la main. Il ouvrit la porte d'entrée d'un coup sec. Ne commence pas avec les larmes. J'en ai fini avec cette conversation. Cuisine-moi quelque chose avant que je parte. Un silence étouffé s'installa. Pour la première fois, Amara le regarda et sentit quelque chose se briser en elle. Chagrin, de colère et d'une réalisation naissante que le Kelvin qu'elle avait aimé s'était transformé en un étranger.
Elle s'effondra dans un fauteuil pendant que Kelvin s'éloignait. Dans la suite silencieuse de son départ, la culpabilité la submergea, mais pas pour une faute de sa part. Pour s'être laissée manipuler toutes ces années, elle réalisa que son dédain, son mépris, étaient devenus normaux. Maintenant, c'était impossible à ignorer. Elle murmura à la cuisine vide, plus jamais. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est pas. Cet après-midi-là, après que Kelvin fut parti au travail, Amara se retrouva debout devant le miroir de sa chambre. Elle fixa son reflet. Une petite femme avec des cernes sous les yeux, les épaules voûtées par un chagrin indicible. Son regard autrefois vif était maintenant teinté d'une tristesse permanente. Elle se rappela la fille qu'elle avait été à l'université. Brillante, pleine d'espoir, toujours avec un carnet de croquis à la main, rêvant de bâtiments qui défieraient la ligne d'horizon. Disparu, le pas confiant, l'esprit indomptable. À sa place se tenait une version fatiguée d'elle-même, vivant dans un gris perpétuel. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était vraiment reconnue, où elle s'était vraiment sentie vivante. Avec des doigts tremblants, elle écarta une mèche de cheveux derrière son oreille et murmura à son reflet. « Qui es-tu » Une voix en elle répondit, « Astérisque tu es plus que ça, astérisque tu n'es pas juste une femme au foyer. Tu es une architecte dans l'âme, astérisque » elle inhala brusquement, laissant les pensées s'enfoncer. Architecte astérisque. Le mot lui semblait étranger sur la langue, comme une langue qu'elle avait autrefois maîtrisée mais qu'elle avait presque oubliée. Elle se rappela comment ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle discutait de design de bâtiments et de concepts structurels. Elle se rappela comment ses professeurs louaient son talent indéniable. Des larmes coulèrent sur ses joues alors que la douleur du potentiel perdu la submergeait. Elle s'effondra au sol, serrant ses genoux. Pendant quelques instants, elle se laissa pleurer, pleurer la vie qu'elle aurait pu avoir, pleurer la passion qu'elle avait enterrée parce qu'elle croyait les promesses de Kelvin. Mais au lieu de la laisser épuiser, le chagrin alluma quelque chose d'autre, la détermination. Une lueur de détermination grandit dans sa poitrine. Elle se leva lentement, croisant à nouveau le regard de son reflet. Sa voix était plus ferme cette fois. Plus jamais, dit-elle, répétant les mots qu'elle avait murmurés plus tôt. Mais maintenant, ils avaient du poids, un vœu inébranlable. Astérisque je ne le laisserai pas me briser. Astérisque elle quitta la chambre et se dirigea directement vers le garage, où étaient rangés ses vieux cahiers et manuels. Des particules de poussière virevoltaient dans la lumière du soleil tandis qu'elle fouillait dans les cartons. Ses doigts effleurèrent la vieille lettre d'acceptation, dont la date remontait à tant d'années qu'elle semblait appartenir à une autre vie. Ensuite, elle souleva un carnet de croquis, les bords usés, les coins cornés. Feuilletant les pages, elle vit des esquisses de bâtiments qu'elle avait autrefois imaginés. Certaines lignes étaient tremblantes, d'autres audacieuses, mais chaque design était un témoignage de sa créativité et de son ambition. Amara sentit les larmes monter à nouveau, mais cette fois, elles étaient mêlées à quelque chose de plus puissant, l'espoir. Elle s'assit sur le sol en béton froid et prit un crayon dans la boîte. Elle ouvrit une page blanche. Avec un souffle déterminé, elle commença à esquisser. Au début, les lignes semblaient peu familières, mais en quelques minutes, la mémoire musculaire reprit le dessus. Une excitation silencieuse bouillonnait dans sa poitrine. Ce petit acte lui semblait comme reprendre possession d'une partie d'elle-même. Pendant un moment, elle se perdit dans le design. L'esquisse d'un bâtiment élégant commença à apparaître sur la page. Elle pouvait presque l'imaginer s'élevant du sol, des murs de verre reflétant le soleil. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une pulsation de ville à parcourir. Elle ne savait pas où cette passion renouvelée l'amènerait, mais elle savait une chose. Elle ne se contentait plus d'exister dans l'ombre de Kelvin. Quelque chose en elle s'était réveillé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le jour après sa percée silencieuse, Amara se retrouva debout avant l'aube à nouveau, mais cette fois, elle ne préparait pas le petit déjeuner de Kelvin ni ne repassait son costume. Au lieu de cela, elle était assise à la table de la cuisine avec une tasse de café fraîche, revisitait les croquis qu'elle avait commencés la veille. Elle dessinait avec ferveur, laissant ses idées couler librement. Plan d'étage, concept de façade, éléments durables, fragments de connaissances qu'elle avait retenus de son bref passage à l'étude de l'architecture lui revenaient en mémoire. Elle s'arrêtait occasionnellement pour masser les crampes dans sa main, mais rien ne pouvait amortir son excitation. Lorsque Kelvin entra finalement dans la cuisine, il haussa un sourcil devant la dispersion de plans et de croquis. « Qu'est-ce que tout cela » demanda-t-il. Amara leva les yeux,
ses yeux toujours remplis de cette nouvelle étincelle. Juste quelque chose sur quoi je travaille. Il rit brièvement, puis roula des yeux. Ne perds pas ton temps. Tu ne feras rien avec ça. Elle ne répondit pas. Elle rassembla simplement ses papiers calmement, les plaçant dans un dossier. Dans son esprit, elle répétait les mots qui étaient devenus son mantra silencieux. Astérisque, il ne me définit pas. Astérisque, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de sa validation pour poursuivre sa passion. Après que Kelvin soit parti au travail, Amara passa à l'action. Elle contacta son ancien professeur d'université, le docteur Martinez, un mentor qui avait toujours cru en son talent. Le téléphone sonna quelques fois avant qu'une voix chaleureuse et familière ne réponde. « Docteur Martinez, dit-elle, le cœur battant la chamade. C'est Amara. De votre cours d'architecture ?» Il y eut un moment de surprise, puis une salutation enthousiaste. « Amara. Je parlais justement de vous récemment. Vous étiez l'une des étudiantes les plus brillantes. Comment allez-vous » Un nœud se forma dans sa gorge. Elle hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. J'ai fait une pause dans l'architecture. Mais j'essaie de m'y remettre. Je me demandais si vous aviez des conseils ou des contacts que je pourrais solliciter. Docteur Martinez ne manqua pas un battement. Absolument. J'ai un ami, Tony Hart, qui dirige une firme respectée. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents, même sur une base de projet. Laissez-moi voir si je peux arranger quelque chose. Le cœur d'Amara s'envola. Merci beaucoup. Elle raccrocha, les mains tremblantes d'excitation. Ça semblait irréel, comme si une porte s'ouvrait qu'elle croyait autrefois définitivement verrouillée. Tout au long de la journée, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle fredonnait même en préparant le dîner, remuant la marmite de soupe avec un rythme presque musical. Tard ce soir-là, elle alluma son vieil ordinateur portable et commença à organiser son portfolio, scannant des croquis et tapant des notes de design. Elle utilisa un logiciel de conception en ligne gratuit pour créer des versions numériques de son meilleur travail. Les heures passèrent comme des minutes tandis qu'elle plongeait à nouveau dans le monde de l'architecture. Au moment où elle éteignit son ordinateur, les étoiles brillaient dans le ciel, et elle réalisa qu'elle n'avait même pas remarqué que Kelvin était rentré. Possiblement, il était dans une autre pièce, l'ignorant comme d'habitude. Peu importait. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait liée à un objectif plus grand, un plan qui s'éveillait en elle, imparable et brillant. Une semaine plus tard, le docteur Martinez arrangea un rendez-vous avec Tony Hart. Amara s'habilla soigneusement ce matin-là, choisissant une chemise impeccable et un pantalon qui lui donnait confiance. Elle serra un petit portfolio avec des impressions de ses croquis, se sentant à la fois nerveuse et excitée. Lorsqu'elle arriva chez Hart et Compagnie Développement, une réceptionniste élégante la guida vers un bureau à air ouverte avec des fenêtres allant du sol au plafond. Tony Hart se tenait près d'une grande table à dessin, s'entretenant avec un groupe d'employés. Dès que Tony remarqua Amara, elle éclata en un large sourire. « Vous devez être Amara. »« J'ai entendu de bonnes choses du docteur Martinez, » dit Tony en lui tendant la main. Elle était grande, posée et dégageait un air de leadership confiant. « Entrez. » Amara suivit Tony jusqu'à une salle de conférence au mur de verre. Le soleil entrait à flots, illuminant des meubles modernes et un grand écran affichant des rendus architecturaux. Elle ne put s'empêcher de ressentir une vague d'inspiration rien qu'en étant dans cet environnement. « Laissez-moi voir votre travail », invita Tony. Le cœur battant, Amara présenta ses croquis. Elle expliqua son processus de pensée, soulignant les éléments de design uniques et les caractéristiques durables qu'elle avait conceptualisées. Tony se pencha en avant, ses yeux brillants d'intérêt. « Vous avez un réel talent », dit Tony en feuilletant les pages. Certains de ces concepts sont innovants. Un peu bruts, mais la vision est là. Tony leva les yeux et croisa le regard d'Amara. « Pourquoi avez-vous abandonné ?» Amara hésita, incertaine de la quantité de détails personnels à partager. « La vie s'est mise en travers du chemin », répondit-elle finalement, prudemment. « Mais je suis prête à revenir. » Tony hocha la tête pensivement. « Je respecte cela. Nous avons quelques projets à venir. Renouvellement urbain, développement résidentiel, complexe d'entreprise. J'aimerais voir comment vous aborderiez un projet plus petit avant de parler de plus grand. Êtes-vous prête pour une période d'essai ? L'excitation flamba dans la poitrine d'Amara.
Oui. Répondit-elle fermement. Absolument. Elles se serrèrent la main, scellant le début d'une collaboration qui se sentit comme une renaissance pour Amara. En quittant le bâtiment, elle se sentit plus légère, comme si elle avait enlevé un poids invisible qu'elle portait depuis des années. Ce soir-là, elle prépara le dîner de Kelvin plus par habitude que par envie. Lorsqu'il entra en se plaignant du trafic, elle ne mentionna pas sa rencontre avec Tony. Une partie d'elle voulait le lui dire, pour retrouver sa fierté. Mais elle savait aussi qu'il la rabaisserait ou trouverait un moyen d'éclipser son excitation. Pour l'instant, ses rêves resteraient son petit secret. Une graine précieuse qu'elle protégerait jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour résister à son mépris. Au cours des jours suivants, Amara jongla avec ses nouvelles responsabilités chez Art et compagnie. Développement, travaillant principalement à domicile le soir, et ses tâches ménagères habituelles. Une nuit tardive, alors qu'elle esquissait des révisions pour un petit projet de domaine, elle entendit un doux coup à la porte d'entrée. En jetant un coup d'œil à l'horloge, elle réalisa qu'il était près de minuit. Prudente, elle regarda à travers le judas. C'était Madame Ethel, sa voisine âgée. Préoccupée, Amara ouvrit rapidement la porte. Madame Ethel, tout va bien? La dame âgée, enveloppée dans une robe de chambre moelleuse et chaussée de pantoufles, offrit un sourire chaleureux. J'ai vu vos lumières allumées, je suis venu vérifier si vous allez bien, ma chère. Amara hésita, puis fit signe à Madame Ethel d'entrer. Le salon était jonché de croquis et de références architecturales. Je vais bien, je travaille juste sur un projet. Les yeux vifs de Madame Ethel parcoururent les papiers. Architecture, c'est ça? Allez-vous enfin poursuivre votre passion, enfant? Amara hocha la tête, une rougeur montant sur ses joues. J'essaie. C'est compliqué avec Kelvin. Madame Ethel pencha la tête avec sympathie. Cet homme ne vous a jamais bien traité. Depuis le jour où vous avez emménagé, j'ai remarqué comment il vous parlait avec mépris. Une femme ne peut pas vivre dans l'ombre comme ça pour toujours. Amara sentit ses yeux piqués de larmes. J'en ai juste assez. Mais il y a tellement d'histoires. Je ne sais pas comment me défendre. Je ne veux pas provoquer de bagarre. Madame Ethel tendit la main et tapota doucement la main d'Amara. Chérie, parfois, tu dois te battre. Ou du moins te battre pour toi-même. Ta douleur est un carburant, Amara. Utilise-la. Brûle avec elle. Et laisse-la te propulser en avant. Ces mots s'enfoncèrent dans le cœur d'Amara comme des graines tombant dans un sol fertile. Brûle avec elle, astérisque répéta TL doucement. Cela semblait presque poétique, un cri de ralliement. Le regard de Madame Ethel devint sérieux. Vous méritez le bonheur et le respect. Ne laissez personne, pas même un mari, vous empêcher d'atteindre votre destin. Amara déglutit le nœud dans sa gorge. Merci, réussit-elle à dire. Je pense que j'avais besoin d'entendre ça. Avant de partir, Madame Ethel lui serra la main à nouveau. Quand vous aurez besoin d'une amie, je suis juste à côté. Ne laissez pas votre étincelle s'éteindre. Après son départ, Amara passa 1 heure de plus à travailler sur ses croquis, chaque trait de crayon guidé par un sens renouvelé de détermination. Les conseils de Madame Ethel résonnaient dans son esprit. Utilise ta douleur comme carburant. Astérisque, elle réalisa comment sa colère, sa trahison et son chagrin pouvaient devenir le catalyseur de la redécouverte de sa propre force. Plus tard cette nuit-là, au lit, Amara rejoint la conversation. Kelvin ronflait doucement, inconscient. Elle se tourna sur le côté, regardant les étoiles par la fenêtre de la chambre. Une seule larme coula sur sa joue, mais elle ne ressentit aucune tristesse à cet instant, seulement de la détermination. Alors que les semaines se transformaient en un mois, Amara s'installa dans une double vie. Le jour, elle poursuivait sa routine, rangeant la maison, faisant des courses et préparant les repas. Pour Kelvin, rien ne semblait hors du commun. Il était souvent absent de toute façon, passant plus de temps au travail, ou avec Monique, dont il ne prenait plus la peine de cacher la présence. La nuit, cependant, Amara se transformait en une architecte en herbe. Elle travaillait tard dans la nuit à affiner les plans, participait à des réunions virtuelles avec Tony et son équipe, et visitait parfois des sites potentiels. Elle commença même à nouer des relations professionnelles avec des promoteurs qui admiraient son don pour le design créatif. Un soir, elle eut une conférence téléphonique avec Tony pour discuter d'un nouveau projet de rangée de maisons de ville moderne.
Amara présenta ses idées avec clarté, sa voix calme mais passionnée. Tony fut impressionné. Amara, votre souci du détail est remarquable, dit-elle. Je veux que vous dirigiez cette phase conceptuelle. Vous travaillerez aux côtés de nos jeunes architectes, mais ce sera principalement votre vision. Raccrochant, Amara fixa son reflet dans l'écran d'ordinateur portable vide. Elle se sentit fière, presque étourdie, mais une vague de tristesse la submergea également. Elle n'avait personne avec qui partager la nouvelle, ni le mari qui aurait dû être son plus grand soutien, ni aucun ami proche, car elle était devenue si isolée dans son mariage. Pourtant, elle se rappela les mots de Madame Ethel, astérisque ta douleur est un carburant astérisque. Elle laisserait sa solitude renforcer sa détermination. Elle organisa méticuleusement ses dossiers, planifiant chaque détail du projet de maison de ville. Certaines nuits, Kelvin entrait en titubant tard, sentant l'alcool et le parfum de Monique, offrant de minces excuses. Amara faisait semblant de dormir. Mais à l'intérieur, son âme se réveillait. Elle trouvait du réconfort dans le savoir qu'elle travaillait dur pour un avenir qui ne tournerait plus autour des caprices de Kelvin. Pendant une de ces nuits tardives, elle reçut un email encourageant du docteur Martinez. Entendu dire que vous faites un excellent travail avec Tony. Tellement fier de vous, ma puce astérisque Amara sentit une vague de gratitude. Même si son mariage s'effondrait, sa vie professionnelle s'élevait. Ainsi, dans les heures calmes, elle nourrissait ses rêves, chaque plan et chaque conversation nocturne une autre brique dans le fondement de sa nouvelle vie. Et bien que l'épuisement la gagnait, jonglant entre les tâches ménagères le jour et l'architecture la nuit, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Quelques semaines plus tard, un moment crucial arriva. Tony révéla qu'un des designs de plans d'Amara avait été choisi pour un développement de mini-lotissement à la périphérie de la ville. C'était un projet à plus petite échelle, mais il avait un grand potentiel. Le meilleur ? Le nom d'Amara apparaîtrait sur la proposition officielle. Dans la salle de conférence bien éclairée chez Art & Company Développement, Tony fit glisser un dossier sur la table vers Amara. « Félicitations !» dit-elle avec un large sourire. Votre design est exactement ce que le client veut. Vous dirigerez cela. Le cœur d'Amara tambourina alors qu'elle ouvrait le dossier et voyait son nom imprimé sous astérisque architecte principal astérisque. Cela semblait irréel, un triomphe dont elle avait presque oublié qu'elle était capable. Des larmes de joie lui piquèrent les yeux, mais elle les écarta. Elle ne voulait pas paraître peu professionnelle devant ses nouveaux collègues. Tony remarqua son émotion et lui tapota l'épaule. Célébrez ce moment. Vous l'avez mérité. Quand Amara rentra chez elle, elle trouva Kelvin affalé sur le canapé, zappant les chaînes de télévision. Elle hésita dans le couloir, son portfolio serré contre sa poitrine. Une partie d'elle brûlait de partager la bonne nouvelle, peut-être de raviver une étincelle d'unité. Mais elle se rappela ses remarques caustiques sur ses petits dessins, et se mordit la langue. Au lieu de cela, elle se retira tranquillement dans la chambre et s'accorda un applaudissement silencieux. Elle s'assit sur le lit, relisant la proposition, laissant la réalité s'installer. Elle n'était plus seulement une ombre dans le monde de Kelvin, elle devenait un nom reconnu en architecture, même si ce n'était que dans de petits cercles pour l'instant. Le lendemain, elle commença à travailler sur les touches finales du projet de domaine. À chaque ligne qu'elle traçait, avec chaque élément structurel qu'elle calculait, elle ressentait un sens renouvelé de l'objectif. Son téléphone vibra, c'était un autre message de soutien du docteur Martinez, astérisque entendu parler du mini-domaine, nouvelle fantastique. Fier de vous astérisque puis un email de Tony. Astérisque le client adore vos designs initiaux. Continuez ce excellent travail. Astérisque quelques voisins passèrent cet après-midi-là, sous le prétexte d'emprunter une tasse de sucre ou de rendre de la Tupperware, juste pour laisser entendre subtilement qu'ils la soutenaient. Clairement, Madame Ethel avait fait passer le mot qu'Amara était sur le point de réaliser quelque chose de grand. Pour la première fois depuis longtemps, Amara sentait qu'elle avait quelque chose qui lui appartenait sans équivoque, une petite victoire qui avait un goût plus doux car elle l'avait mérité malgré tous les obstacles. Et elle savait, au fond, que ce n'était que le début. Un après-midi, Amara rentrait dans son allée lorsqu'elle aperçut une voiture de sport flashy garée devant sa maison. Appuyée dessus, l'air impatiente, se te. Salle de bal, et carte de visite, elle entendit une voix familière. « Sophia, ma chérie, tu dois goûter à ces hors-d'œuvre. » Nathalie s'immobilisa en plein pas Sophia. Son pouce accéléra, et elle se tourna vers la voix.
Près du buffet se tenait une petite femme aux cheveux soigneusement bouclés et vêtue d'une robe de cocktail scintillante. Elle souriait à un groupe de connaissances. Sophia. La femme qui avait été sa meilleure amie et avait ruiné son mariage. Le sang de Nathalie se figea, sa prise sur sa pochette se resserra. Elle hésita à fuir, mais une partie d'elle voulait voir comment Sophia réagirait. Elle s'avança, la poitrine tendue par la tension. Sophia l'aperçut, et la couleur quitta son visage. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, le regard calme et d'acier de Nathalie rencontrant le choc aux yeux écarquillés de Sophia. Puis Sophia posa sa coupe de champagne, avalant visiblement. Et Nathalie? Bégaya Sophia, faisant un pas vers elle. Je ne savais pas que tu serais ici. Nathalie leva le menton. J'ai des affaires ici. L'entreprise d'Adrian Black parraine l'événement. Les yeux de Sophia vacillèrent avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Vous travaillez avec Adrian Black? Elle tenta un sourire, bien qu'il tremblât au coin. J'ai vu vos mises à jour sur LinkedIn. Vous avez l'air incroyable. Nathalie offrit un signe de tête poli et distant. Merci. Sophia s'agita, visiblement déstabilisée. Je suis vraiment heureuse pour votre succès. Derrière ces mots, Nathalie sentit de la culpabilité. Il lui fallut tout son self-control pour ne pas éclater en accusation. Au lieu de cela, elle maintint sa composure. C'est gentil de votre part, répondit froidement Nathalie. Comment allez-vous? Elle faillit s'étouffer avec la question, cela lui semblait bizarre de demander après tout, mais la curiosité la tiraillait. Sophia était-elle toujours avec Liam? Sophia détourna les yeux. J'ai été, eh bien, je suis, fiancée, avoua-t-elle doucement. Un tourbillon d'émotions tordit l'estomac de Nathalie. Elle força un sourire calme. Félicitations. Un silence gênant s'installa, assez épais pour être coupé au couteau. Sophia déglutit à nouveau, comme si elle rassemblait son courage pour parler. Nathalie, je veux que tu saches, je suis désolée pour tout. Je n'ai jamais voulu que cela se passe comme ça. Des souvenirs de chagrin montèrent comme une marée, mais Nathalie garda son visage neutre. Ce qui est fait est fait. Excusez-moi, je dois parler à un client. Elle pivota et s'éloigna, la tête haute. Son cœur battait la chamade avec un rappel de vieilles blessures, mais elle ressentit un sentiment de victoire. Pas de larmes cette fois, pas de douleur paralysante. Elle était plus forte maintenant, et aucun fantôme de son passé ne pouvait lui ôter cela. Le lendemain matin, alors que Nathalie sirotait son café au bureau, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Salut, c'est Liam. J'ai vu ton profil sur LinkedIn. Tu as l'air incroyable. On peut se voir un de ces jours? Le cœur de Nathalie fit un bond. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Liam depuis le jour où il l'avait quittée à l'hôtel. Elle fut tentée de bloquer le numéro immédiatement, mais la curiosité l'emporta. Sophia lui avait-elle dit qu'elle avait vu Nathalie au gala? Elle fixa le message, le souvenir de ce jour humiliant la torturant. Mais au lieu du chagrin, elle ressentit une pointe de satisfaction. Liam voulait se rattraper, probablement après avoir vu son succès. Typique, pensa-t-elle. Au moment où elle réussissait bien, il décidait de revenir en rampant. Elle verrouilla son téléphone sans répondre, se concentrant sur son travail. Tout au long de la journée, ses pensées revinrent au message. Elle était fière de ne pas s'engager, mais une partie d'elle démangeait du désir de le confronter, de lui faire voir la femme qu'il avait si follement sous-estimée. Plus tard ce soir-là, elle se confia à Adrian en passant. Il terminait une longue réunion, et elle mentionna négligemment le message, plus comme une aparté qu'autre chose. Tu ne lui dois rien, déclara Adrian de manière factuelle. Il est en dessous de toi maintenant. Nathalie apprécia la franchise d'Adrian. Je sais, soupira-t-elle. C'est juste que... Il m'a quitté de la manière la plus humiliante. Parfois, je me demande ce que je dirais même si nous nous croisions un jour. Adrian leva un sourcil. Tu trouveras bien. Et s'il essaie de te rabaisser, souviens-toi de qui tu es devenu. La conversation la remplit d'une résolution renouvelée. La prochaine fois qu'elle vérifia son téléphone, Liam lui avait envoyé un autre message. Je veux juste parler, Nat. Pas de rancune, n'est-ce pas? Elle renifla à l'absurdité.
pas de rancune. Elle supprima les messages sans réponse. Elle avait des choses plus importantes à faire, comme conquérir le monde des affaires et bâtir une vie où les traîtres n'avaient pas leur place. 2 mois passèrent sans autre contact de Liam. Nathalie s'immergea dans des campagnes de marketing à enjeux élevés, obtenant de nouveaux clients avec une ténacité qui impressionna même Adrian. Elle entendit parfois des nouvelles de Mia, qui donnait des informations vagues sur des connaissances communes, mais ne mentionnait jamais Liam ou Sophia. Cela changea un dimanche après-midi tranquille, alors que Nathalie se détendait dans son salon en parcourant un journal d'affaires. Son téléphone bip. Mia appelait. Nathalie répondit, se préparant à toute nouvelle que Mia pourrait apporter. « Salut, Mia. » La voix de Mia semblait hésitante. « Salut, Nat. Comment ça va ? Occupé, mais bien. Quoi de neuf ? » Mia fit une pause, puis expira. « Écoute, je sais que tu ne veux peut-être pas entendre ça, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir avant de le voir sur les médias sociaux ou quelque chose. Liam et Sophia viennent d'annoncer leur fiançailles. » Un mélange de choc et d'une douleur sourde frappa la poitrine de Nathalie. Elle ferma les yeux, laissant la nouvelle s'installer. Là, il y avait une autre trahison, plus profondément tordue. Elles étaient passées d'une liaison à des fiançailles. Le chagrin qui la consumait autrefois avait été remplacé par une fureur contrôlée. « Je vois, » dit Nathalie calmement. « Merci de me l'avoir fait savoir. » La voix de Mia trembla. « Je suis désolé. Je sais que c'est beaucoup. Elles font apparemment une fête de fiançailles le mois prochain, un grand événement. » Nathalie prit une lente respiration. « Laisse-les faire. Cela ne me concerne plus. Nat, tu es sûr que ça va ? » Elle regarda par la fenêtre la skyline de la ville. « Je vais bien. J'apprécie que tu me l'aies dit. » Elles mirent fin à l'appel peu après. Nathalie posa son téléphone, exhalant la tension qui s'était accumulée dans ses épaules. Elle fut surprise de voir à quel point elle se sentait calme. Dans le passé, une telle nouvelle l'aurait réduite en larmes et en angoisse. Maintenant, cela ne faisait que l'enregistrer comme un fait désagréable, comme un orage passager qu'elle pouvait contourner. Pourtant, une étincelle s'alluma dans son esprit. Ils se fiancent, après tout ce qu'ils ont fait ? Elle ne ressentait aucune envie de saboter leur relation. Mais l'idée de Sophia portant le titre de future mariée qui aurait dû être le sien était rageante. Pourtant, elle reconnaissait aussi une opportunité. Une opportunité de leur montrer exactement ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils l'avaient trahi. Elle n'était pas sûre de la forme que cette opportunité prendrait. Mais quelque part dans les replis de son esprit, un plan commença à se former. Une semaine plus tard, alors que Nathalie travaillait intensément sur un projet complexe de rebranding, son téléphone vibra avec un appel de Mia. À contre-cœur, elle répondit, s'attendant entièrement à d'autres nouvelles sur les fiançailles de Liam et Sophia. « Je vais aller droit au but, » dit Mia, les mots se bousculant. Liam et Sophia organisent une somptueuse fête de fiançailles à l'hôtel Starview le mois prochain. Et, j'ai reçu une invitation. Ils veulent que je t'invite. Nathalie faillit rire. Moi ? Pourquoi diable me voudrait-il là-bas ? Mia hésita. Je suppose que c'est leur façon tordue de faire la paix ? Ou peut-être qu'ils se sentent coupables. Sophia m'a envoyé un message, disant qu'elle voulait enterrer la hache de guerre. La poigne de Nathalie sur le téléphone se resserra. Enterrer la hache de guerre ? Elle ne pouvait pas penser à une phrase plus ironique. Mais une petite partie vindicative d'elle se délecta de l'idée d'y assister. D'apparaître et de se sentir à 1000 lieues de la mariée dévastée qu'ils avaient laissée derrière eux. Waouh, murmura Nathalie, considérant les implications. C'est inattendu. Écoute, je comprends si tu ne veux rien avoir à faire avec ça, dit Mia. Mais je te connais aussi, Nat. Tu n'es pas la même femme qu'à l'époque. L'esprit de Nathalie s'emballa, pensant à différents scénarios. Devrait-elle y aller juste pour leur montrer à quel point elle avait changé ? Ou cela serait-il se rabaisser à leur niveau ? Merci de me l'avoir fait savoir, dit-elle finalement. J'y penserai. Mia sembla soulagée. D'accord. Pas de pression. Fais juste ce qui te semble juste. Elles raccrochèrent, et Nathalie se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau, tapotant avec un stylo sur son bureau. Elle se rappela le vœu qu'elle s'était fait dans cette chambre d'hôtel solitaire, de ne jamais les laisser la voir briser à nouveau.
Assister à leur fête de fiançailles pourrait être une chance de prouver que ce vœu était incassable. Les jours passèrent, et Nathalie réfléchit à l'opportunité d'assister à la fête de fiançailles de Liam et Sophia. Une partie d'elle estimait qu'il serait sage de l'ignorer complètement. Pourquoi leur donner la satisfaction de sa présence? Pourtant, une autre partie, celle qui se souvenait de l'angoisse d'être seule à l'hôtel, désirait un dénouement. Ou une vengeance. Peut-être les deux. Elle se confia à Adrian un soir alors qu'il travaillait tard. Bien qu'Adrian connaissait des bribes de son passé, il ne connaissait pas la profondeur totale de son chagrin. Mais elle l'exposa succinctement. Ils m'ont trahi de la pire façon possible, conclut-elle. Et maintenant, ils organisent cette somptueuse fête de fiançailles. Adrian l'étudia. Et vous hésitez à y aller? Exactement. Je ne veux pas avoir l'air mesquine. Mais je veux aussi qu'il voie à quel point j'ai grandi. Il tapota avec un stylo sur la table. Son expression pensive. Parfois, le succès est la meilleure réponse. Vous avez déjà réussi. Ils le savent. Mais si vous voulez y aller et faire une déclaration, je ne peux pas vous blâmer. L'idée lui plaisait en raison de son sens de la justice poétique. Que feriez-vous? Adrian haussa les épaules. Moi? J'entrerai, je m'imposerai dans la pièce et je les laisserai sans voix. Ensuite, je retournerai à ma vie sans me soucier de rien. Mais ça, c'est moi. Nathalie expira lentement, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Merci. Son téléphone vibra, et il se tourna pour répondre, la laissant à ses pensées. Malgré le risque d'entrer dans un nid de frelons de souvenirs et de jugements, elle ressentit une certitude grandissante qu'elle en avait besoin. Pas pour eux, mais pour elle-même, pour réécrire le récit de sa dernière rencontre avec Liam et Sophia, pour remplacer l'image humiliante d'une mariée abandonnée par celle d'une femme triomphante et imparable. Au moment où elle quitta le bureau, sa décision était prise. Elle irait à la fête de fiançailles. Mais si elle allait le faire, elle le ferait à ses conditions. Grandement, avec confiance, et sans la moindre excuse. La décision de Nathalie mit en branle une série de préparatifs méticuleux. Si elle allait affronter son passé de front, elle voulait avoir l'air et se sentir invincible. D'abord, elle prit rendez-vous avec une designer renommée, connue pour créer des robes sur mesure à couper le souffle. Autour de champagne dans le studio haut de gamme de la designer, elle décrivit ce dont elle avait besoin, une pièce qui attirait l'attention, quelque chose qui murmurait l'élégance mais criait le succès. La designer, un homme flamboyant avec un sens du style impeccable, esquissa quelques idées sur sa tablette. Vous voulez quelque chose d'élégant, de sophistiqué, avec un peu de facteur wow, n'est-ce pas? Absolument, répondit Nathalie. Je dois faire une entrée qui les laissera sans voix. Il hocha la tête, les yeux brillants. J'ai juste l'idée. Elle épousera votre silhouette, aura une silhouette dramatique, et quand vous marcherez, les têtes se tourneront. Croyez-moi. Ensuite, elle rendit visite à sa styliste capillaire et maquilleuse. Elle voulait un style différent de son look quotidien, quelque chose d'audacieux mais de classe. La styliste suggéra un chignon bas et élégant avec des mèches subtiles qui encadraient son visage. Pour le maquillage, elles se mirent d'accord sur un teint lumineux et un rouge à lèvres rouge confiant qui véhiculait le pouvoir. Vint ensuite la question du transport. Elle opta pour un service de voiture de luxe, une limousine noire qui arriverait à l'hôtel Starview, dégageant un air de prestige VIP. À mesure que la date de la fête de fiançailles approchait, elle se prépara aussi mentalement. Elle passa plus de temps à la salle de sport, canalisant toute colère persistante dans ses entraînements. Elle pratiqua des réponses calmes et mesurées pour les confrontations potentielles. Elle refusa de les laisser voir le moindre signe de vieille blessure. Le dernier jour avant la fête, elle fixa son reflet dans le miroir, vêtue de la robe que la designer avait livrée. La femme qui la regardait était posée, confiante et rayonnante. Elle ne se reconnut presque pas, mais dans le bon sens. Il était temps d'affronter le passé, non pour s'humilier ou se battre, mais pour se tenir droite, incassable, et laisser son succès parler de lui-même. L'hôtel Starview était un témoignage d'opulence, tout lustre scintillant et sol en marbre élégant. Alors que la limousine de Nathalie s'arrêtait devant la grande entrée, elle prit une dernière inspiration stable, ignorant le papillon dans son estomac. Un portier ouvrit la porte de la voiture, et Nathalie sortit, la robe de designer effleurant parfaitement ses courbes. Un silence sembla onduler à travers le personnel de l'hôtel et les invités qui flânaient dans le hall.
Elle remit son invitation à l'hôtesse, qui la guida vers une salle de bal privée au dernier étage. Tandis que l'ascenseur montait, elle sentit un picotement d'anticipation. Elle ne se courberait pas, elle dominerait la pièce. Lorsque les portes coulissèrent, le son de la musique joyeuse et des rires se répandit. À l'intérieur de la salle de bal, une foule d'invités bien habillés se mêlait, coupe de champagne à la main, d'élégantes décorations en blanc et or ornaient l'espace. Une bannière affichait « Félicitations, Liam et Sophia ». Nathalie redressa les épaules et traversa l'entrée d'un pas assuré. Les têtes se tournèrent comme des dominos, l'une après l'autre, alors que les gens la remarquaient. Certains la reconnurent comme la mariée abandonnée de ce célèbre jour de mariage. D'autres la reconnurent de son ascension professionnelle dans la scène des affaires de la ville. Sophia fut la première à l'apercevoir, debout près d'une table ornée chargée de cadeaux. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de choc, sa prise sur un verre de vin mousseux se resserra. Liam, à quelques pas seulement, suivit son regard et s'étouffa presque avec sa boisson. Pendant un battement de cœur, le temps s'arrêta. Il semblait que toute la pièce retenait son souffle, attendant de voir comment ce moment allait se dérouler. Nathalie offrit un sourire froid et gracieux, balayant la foule du regard avec un air de confiance sereine. En cet instant, elle domina la pièce. Chaque trace de son ancienne vulnérabilité avait été remplacée par une présence polie et formidable. La tension était palpable, et les gens chuchotaient avec excitation, avides de drame. Nathalie s'avança plus loin dans la fête, saluant une connaissance d'un précédent événement de réseautage. Elle engagea une conversation légère, maintenant une façade polie, tout en étant parfaitement consciente des regards écarquillés de Liam et Sophia. Elle me voulait ici, pensa-t-elle, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. Eh bien, me voici. Même sans parler directement à Liam ou Sophia, Nathalie sentait que sa présence créait un émoi. Elle pouvait voir des invités jeter un coup d'œil dans sa direction, puis chuchoter l'un à l'autre, sans aucun doute se souvenant de la mariée qui avait été abandonnée à l'hôtel et qui dansait maintenant avec la confiance d'une reine. Elle naviguait dans la pièce, échangeant des amabilités polies avec des inconnus et des connaissances. Certains la reconnaissaient de ses nouvelles réussites professionnelles et étaient impatients de discuter des tendances marketing ou des projets à venir. Nathalie s'y plia volontiers, dirigeant habilement les conversations vers ses réalisations récentes et ses ambitions futures. De temps en temps, son regard clignotait vers Liam. Elle le surprit à la regarder plus d'une fois, son expression oscillant entre regret et fascination. Sophia essaya de sauver la face, bavardant avec animation avec un groupe d'amis, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers Nathalie avec une gêne à peine voilée. Pourtant, Nathalie n'eut pas besoin de les approcher en premier. C'était sa vengeance silencieuse. Sa simple existence dans cet espace, rayonnante et invaincue, suffisait à les faire se tortiller. Elle pouvait presque sentir leur confusion. Comment est-elle devenue si réussie? Comment a-t-elle réussi à passer à autre chose si complètement? Un silence tomba alors que le DJ annonçait que Liam et Sophia allaient bientôt faire un toast. Nathalie se mit sur le côté de la pièce, près d'une autre fenêtre qui donnait sur la skyline scintillante de la ville. Elle sirota un verre de champagne, son premier goût d'alcool depuis des mois, savourant l'effervescence sur ses lèvres. Elle se rappela le jour où elle avait juré de ne jamais laisser leur trahison la définir à nouveau. Maintenant, regardant Liam et Sophia se préparer à s'adresser à leurs invités, elle ressentit un détachement presque surréaliste. Elle était allée si loin. Qu'ils voient, pensa-t-elle. Qu'ils voient exactement ce qu'ils ont perdu. La foule se rassembla autour de Liam et Sophia pour leur toast de fiançailles. Liam se racla la gorge, un sourire forcé sur le visage, tandis que Sophia essayait d'avoir l'air détendue. Nous voulons remercier tout le monde d'être venu ce soir, commença Liam. Sophia et moi sommes si reconnaissants de vous avoir tous ici pour célébrer nos fiançailles. Cela a été un sacré parcours pour nous. Et nous ne pourrions pas être plus heureux de partager ce nouveau chapitre avec nos amis les plus proches. Nathalie garda une expression neutre. Elle aperçut Mia, se tenant à l'écart, regardant avec incertitude entre Nathalie et le couple fiancé. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, et Mia lui adressa un signe de tête de soutien. Sophia reprit, levant sa coupe de champagne. À l'amour, au nouveau départ, et, oh pardon, dit-elle, jetant un regard appuyé à Nathalie. Quelques invités suivirent son regard. Nathalie haussa un sourcil, l'audace d'elle de porter un toast au pardon, impliquant que tous les péchés pouvaient être effacés par quelques mots fleuris.
Elle refusa de se laisser perturber par le moment. Au lieu de cela, elle leva sa flûte et fit un léger sourire distant. Une fois le toast terminé, la musique reprit, et les INV. Geh. Kelvin runzelte die Stirn. Mit wem? Ich dachte, das geht dich nichts an, schnitt sie ihm das Wort ab. Ihre Stimme war kalt, scharf. Du bist nicht der Mann, den ich kennengelernt habe. Du verlierst deinen Job, dein Geld, dein alles. Kelvin sträubte sich. Du klingst, als ob du mich im Stich lässt, ist das nicht offensichtlich? Sie fuhr sich mit dem Haar über die Schulter. Ich kann nicht an ein sinkendes Schiff gebunden sein. Ich brauche jemanden mit Ehrgeiz. Kelvin spannte sich an und spürte den Stich seiner eigenen Worte, die auf ihn zurückhalten. Keine Ambition. Er erkannte mit kranker Ironie, dass Monique dieselbe Argumentation verwendete, die er einst benutzt hatte, um Amara herabzusetzen. Also gehst du einfach, spuckte er. Sie zuckte die Achseln, unbeeindruckt. Ich habe einmal aufgerüstet und ich kann wieder aufrüsten. Viel Spaß beim Umgang mit deinem Chaos. Sie schnappte sich ihre Handtasche, schlüpfte in ihre Stilettos und schritt ohne einen Rückblick zur Tür hinaus. Kelvin starrte in den leeren Raum, in dem sie gestanden hatte. Wut, Demütigung und ein seltsames Gefühl des Bedauerns überrollten ihn. Er spielte all die Male ab, in denen er Amara herabgesetzt hatte, weil sie nur eine Hausfrau war, und die Male, in denen er geprahlt hatte, wie viel besser Monique war. Nun erwies Monique ihm nicht einmal die Höflichkeit eines mitleidigen Abschieds. Er sank weiter in die Couch, den Kopf in den Händen, die Realität seiner Isolation stürzte auf ihn ein. Er hatte alles verloren, worauf er einst stolz war, die Hingabe seiner Frau, die Bewunderung seiner Geliebten, die Wertschätzung seiner Firma. Und zum ersten Mal musste er sich der Tatsache stellen, dass es seine eigene Schuld sein könnte. In Amaras Welt entfaltete sich eine aufregende Entwicklung. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Minyanwesen-Projekts beschloss Tony, dass es Zeit für eine Expansion sei. Die Firma benannte sich in Hart & Johnson Development um die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Tony und Amara anzuerkennen. Investoren mochten das duale Führungsmodell und sahen es als eine Verbindung von Erfahrung, Tony, und Innovation, Amara. Sie erwarben neue Büros in der Innenstadt, ein elegantes Hochhaus mit Glasfenstern mit Blick auf die Stadt Silhouette. Amara besuchte den Standort, bevor die Renovierungsarbeiten begannen. Im obersten Stockwerk stehend, blickte sie auf die weitläufige Metropole unter sich und verspürte einen Anflug von Triumph. Sie hätte nie gedacht, dass sie so weit kommen würde, von einer Hausfrau mit unterdrückten Träumen zur Miteigentümerin eines aufstrebenden Kraftwerks in der Immobilienbranche. Tony näherte sich ihr mit einem Grinsen und reichte ihr eine Schlüsselkarte. Ihr neues Büro, Partnerin. Amara spürte, wie Tränen in ihre Augen traten. Sie hatte von einem alten Laptop am Küchentisch zu einem eigenen Büro in einem hochaufragenden Gebäude gewechselt. Es war surreal und ein Beweis dafür, wie Entschlossenheit und die richtigen Gelegenheiten ein Leben verändern konnten. Aber der größte Schock kam ein paar Tage später. Sie saß in einem Meeting mit Tony und zwei wichtigen Investoren und blätterte durch einen Vertrag. Die Worte auf der Seite ließen ihr Herz stolpern. Hart & Johnson Development kaufte eine beherrschende Beteiligung von 60% an Bellwether Properties, genau dem Immobilienunternehmen, bei dem Kelvin arbeitete. Tony spürte Amaras Überraschung. Wir betreten Neuland, erklärte sie. Bellwether ist groß, aber es hat aufgrund schlechter Führung Geld verloren. Der Vorstand möchte eine beherrschende Beteiligung an eine neue Führung verkaufen. Das sind wir. Amara nahm sich einen Moment Zeit, um die Nachrichten zu verarbeiten. Kelvin arbeitet dort, sagte sie schließlich leise. Ich weiß, sagte Tony und traf ihren Blick. Ich werde Sie nicht drängen, wenn es Ihnen unangenehm ist, aber dies ist ein strategischer Schritt für die Firma und eine enorme Investitionsmöglichkeit. Amara schloss die Akte und atmete langsam aus. Erinnerungen an Kelvins Beleidigungen und Verrat durchfluteten ihren Kopf, aber auch ihre neue Realität. Sie war nicht mehr die schüchterne Ehefrau, die er zermalmen konnte. Sie hatte Macht, Einfluss und die Expertise, einen angeschlagenen Riesen in eine bessere Richtung zu lenken.
Sie blickte auf, Entschlossenheit erleuchtete ihre Augen. Machen wir es, Toni lächelte, und die Investoren nickten zustimmend. Mit dieser Entscheidung setzte Amara eine Reihe von Ereignissen in Gang, die sie Kelvin in einer Position unbestreitbarer Autorität gegenüberstellen würden. Die Ironie war ihr nicht entgangen. Er hat mich verhöhnt, weil ich keine Ambitionen hatte. Jetzt gehöre ich bald die Firma, an der er immer noch für seinen Lebensunterhalt hängt. Der offizielle Gerichtstermin für Amaras und Kelvins Scheidung kam schließlich. Amara wachte früh auf, nicht um für irgendjemanden Frühstück zu kochen, sondern um sich mental vorzubereiten. Sie kleidete sich in einen maßgeschneiderten Blazer und einen Bleistiftrock, professionell und doch unauffällig. Ihre einst liebsten Perlenohrringe baumelten an ihren Ohren, eine subtile Erinnerung daran, wer sie wurde. Sie fuhr selbst zum Gerichtsgebäude und ignorierte das Flattern in ihrem Magen. Die imposante Fassade des Gebäudes ragte auf und entsprach dem Ernst des Tages. Sie trat ein, jeder Klick ihrer Absätze auf dem Marmorboden hallte ihre unerschütterliche Entschlossenheit wider. Als sie den zugewiesenen Gerichtssaal betrat, begrüßte sie ihr Anwalt mit einem beruhigenden Nicken. Auf der anderen Seite des Ganges saß Kelvin. Er trug ein zerknittertes Hemd, dunkle Ringe unter den Augen und ein Stirnrunzeln, das sich vertiefte, als er Amara sah. Sie tauschten kaum Blicke aus. Der Gerichtsdiener führte alle auf ihre Plätze, und die Verhandlungen begannen. Papiere wurden geschuffelt, und juristische Fachsprache füllte den kleinen Raum. Die Stimme der Richterin war ruhig, aber autoritär, als sie die Details des Falls verlas. Kelvin versuchte manchmal, sich einzumischen, aber seine Argumente verpufften. Er hatte viele Rechte abgetreten, als er Amara betrunken diese billigen Internetformulare hingeworfen hatte, und sein eigener Anwalt sah sichtlich frustriert aus. Amara blieb währenddessen gefasst und beantwortete die Fragen der Richterin höflich. In den letzten Momenten verkündete die Richterin, die Ehe zwischen Kelvin Johnson und Amara Johnson ist hiermit aufgelöst. Die finanzielle Vereinbarung bleibt wie beschlossen. Zusätzlich, Miss Johnson, hat sie durch ihre Akquisitionen die beherrschende Beteiligung an Bellwether Properties erworben, wo Mr. Johnson derzeit beschäftigt ist. Kelvins Augen zuckten bei dieser letzten Aussage vor Panik, als ob die Realität auf die öffentlichste Weise auf ihn einprasselte. Es war nun in Stein gemeißelt, Amara hatte die Kontrolle. Die Ironie war greifbar. Er murmelte etwas Unverständliches, Wut und Demütigung rangen auf seinem Gesicht. Amara verspürte eine seltsame Erleichterung über sich hereinbrechen. Die Endgültigkeit der Worte der Richterin löste sie von der letzten Verbindung ihrer toxischen Bindung. Sie war frei, rechtlich und emotional. Außerhalb des Gerichtsgebäudes machten Reporter, die von dem Fall Wind bekommen hatten, Fotos und riefen Fragen. Ihre neu geschaffene professionelle Persönlichkeit hatte einige Medienaufmerksamkeit erregt. Toni stand in der Nähe und schenkte ihr ein kleines, ermutigendes Lächeln. Amara hob das Kinn und erinnerte sich an den Schwur, den sie sich Monate zuvor gegeben hatte. Niemand würde sie jemals wieder herabsetzen. Am nächsten Tag wurde Kelvin zu einem obligatorischen Meeting bei Bellwether Properties vorgeladen. Müde und besiegt trottete er in den Konferenzraum, nur um den gesamten Vorstand an einem langen Tisch sitzen zu sehen. Am Kopf saß Toni und zu seiner Verwunderung Amara. Die Spannung war spürbar. Kelvins Blick huschte von einem strengen Gesicht zum anderen. Schließlich stand Toni auf. Wie Sie wissen, hält Hart & Johnson Development jetzt eine 60%ige Beteiligung an Bellwether. Wir setzen Veränderungen um. Amara sagte zuerst nichts und ließ Toni die Einführungen übernehmen. Kelvin versuchte, eine gewisse Würde zu wahren. Aber immer wieder huschten seine Augen zu Amara, deren ruhiger Ausdruck ihn mehr verstörte als jede Wut es getan hätte. Ein Vorstandsmitglied begann zu sprechen. Wir hatten eine Reihe von unterdurchschnittlichen Quartalen. Mit dieser Übernahme wollen wir umstrukturieren, beginnend mit den Führungspositionen. Kelvins Herz pochte. Ihm wurde klar, dass sie über Entlassungen und Degradierungen sprachen. Würde er seinen Job verlieren? Toni fuhr fort, Kelvin, Ihre Abteilung hat es versäumt, mehrere hochkarätige Deals zu sichern, einschließlich des Regierungsauftrags, den wir kürzlich an unsere eigene neue Firma verloren haben. Angesichts der Situation sprang Kelvin auf.
Warten Sie, Sie können mich nicht entlassen. Ich bin dieser Firma seit Jahren treu, Loyalität ohne Ergebnisse reicht nicht aus, schnitt ein streng blickender Direktor ein. Alle Augen wandten sich Amara zu. Sie räusperte sich und fixierte Kelvin. Für einen Moment schien der ganze Raum in Erwartung still zu sein. Schließlich sprach sie, ihre Stimme ruhig und gemessen. Wir entlassen Sie nicht unbedingt, Kelvin. Aber Ihre Position hier wird sich ändern. Drastisch. Sie werden einem neuen Abteilungsleiter unterstellt sein, und Ihre Verantwortlichkeiten werden minimiert, Kelvins Wangen glühten. Ihm wurde schlagartig klar, dass er effektiv für Amara arbeiten würde. Stern, Ihr Name steht buchstäblich im Titel der neuen Firma. Stern, der letzte Schlag war mehr als nur eine Degradierung. Es war eine vernichtende Erinnerung an seinen Fall von Macht und Ansehen. Er starrte seine Ex-Frau an, Unglaube und Wut verzerrten seine Züge. Wie konntest du? Amaras Augen flackerten mit etwas Ähnlichem wie Mitleid. Aber nur für eine Sekunde. Sie sagten mir einst, ich hätte keine Ambitionen. Jetzt bin ich hier in einer Führungsposition. Das ist keine Rache, Kelvin. Das ist Geschäft. Toni beendete das Meeting mit Anweisungen an die Abteilungsleiter. Kelvin, der fassungslos zurückblieb, erstarrte an Ort und Stelle, als sich der Raum leerte. Er sah Amara ein letztes Mal in die Augen. Sie hielt seinen Blick fest, unerschütterlich. Schließlich ließ er die Schultern sinken und ging ohne ein weiteres Wort. Nach der Scheidung und der Übernahme erwartete Amara, dass sich ihr Leben beruhigen würde. Aber die Medien hatten andere Pläne. Die dramatische Geschichte einer einstigen Hausfrau, die die Firma kaufte, in der ihr Ex-Mann arbeitete, sorgte für sensationelle Schlagzeilen. Als Amara am Tag der Fertigstellung ihrer Scheidungsvereinbarung aus dem Gerichtsgebäude trat, fand sie eine kleine Gruppe von Reportern, die auf sie warteten. Mikrofone wurden ihr entgegengestreckt. Kameras blitzten. Sie richtete ihre Jacke und erinnerte sich daran, gefasst zu bleiben. Ein Reporter fragte, Ms. Johnson, stimmt es, dass Sie jetzt die Firma kontrollieren, für die Ihr Ex-Mann früher Projekte geleitet hat? Amara bot ein kleines, gefasstes Lächeln. Ich bin Miteigentümerin von Hart & Johnson Development, das eine 60%ige Beteiligung an Bellwether Properties hält. Ja, das stimmt. Ein anderer Reporter rief, ist das eine persönliche Vendetta, seine Firma zu kaufen, nachdem er sie wegen fehlender Ambitionen verspottet hat? Amara atmete tief durch. Sie erinnerte sich, wie verletzt sie sich all die Monate zuvor gefühlt hatte, wie sie Moniques Dessous-Kassenbon entdeckt hatte, wie sie bei gesellschaftlichen Zusammenkünften herabgesetzt worden war. Aber sie erinnerte sich auch an den darauf folgenden Wachstumsweg. Nein, antwortete sie, ihre Stimme klar und unerschütterlich. Das ist keine Rache. Das ist Gerechtigkeit. Ich hatte die ganze Zeit die Fähigkeiten und Ambitionen, aber man sagte mir, ich hätte sie nicht. An alle, die zuhören. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie Ihre Ziele nicht erreichen können. Ambition gehört jedem, eine Stille legte sich über die kleine Menge. Die Aufrichtigkeit in ihrem Ton war unverkennbar. Kameras klickten. Reporter notierten. Sie nahm noch eine Frage entgegen, etwas über zukünftige Expansion, dann beendete sie höflich die spontane Pressekonferenz. Später am Abend berichteten Medien über ihre Aussage. Schlagzeilen wie Die Hausfrau wird zur CEO, eine Geschichte von Ehrgeiz und Triumph erschienen online. Freunde und entfernte Verwandte, von denen sie seit Jahren nichts mehr gehört hatte, bombardierten ihr Handy mit Glückwünschen. Sogar Dr. Martinez schickte eine aufgeregte SMS darüber, wie ihre Geschichte neue Studenten an ihrem alten College inspirierte. Amara fühlte einen Wirbel von Emotionen. Stolz, Erleichterung, ein Hauch von bleibender Traurigkeit über das, was sie durchgemacht hatte. Aber insgesamt ein Gefühl der Vollendung. Sie hatte der Welt eine klare Botschaft gesendet. Kein Traum ist zu groß, kein Verrat zu verheerend, wenn man sich entschließt, sich darüber zu erheben. Ein Jahr nach der Scheidung stand Amara in ihrem Penthouse-Apartment, einem modernen Raum, der ihren Geschmack und ihre Erfolge widerspiegelte. Bodentiefe Fenster boten einen Panoramablick auf die Stadt, die sie einst nur für Besorgungen durchquert hatte.
Jetzt verspürte sie ein Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser Skyline. Sie war durch ihre Entwürfe und Entwicklungen Teil ihrer Gestaltung. Ihr Handy klingelte. Es war Toni. Amara. Rate mal? Sie haben es auf die Forbes 30 unter 30 Liste im Bereich Immobilien und Entwicklung geschafft. Amara lachte ungläubig. Mein Ernst, stockernst, bestätigte Toni. Sie werden auch eine Feature Story über Hart & Johnson Development insgesamt machen. Sieht aus, als ob der Himmel für uns keine Grenzen setzt. Nach dem Auflegen lehnte sich Amara ans Glas und starrte auf die weitläufige Stadt unter sich. Der Weg zu diesem Moment blitzte vor ihren Augen auf. Ihre verlorenen Architekturträume, die Jahre der Herabsetzung, der Herzschmerz von Kelvins Affäre und die späten Nächte, die sie in den Aufbau ihres Portfolios investiert hatte. Jeder Kampf, jede Träne, hatte sie hierher geführt. Zu einem Leben, das sie sich durch schiere Entschlossenheit geschaffen hatte. Auf ihrem Couchtisch lagen einige Gegenstände, die sie als Erinnerung aufbewahrte. Ihr alter Stipendienbrief, ein Foto ihrer jüngeren selbst, lachend mit einem Skizzenbuch in der Hand, und ein Bauplan ihres ersten erfolgreichen Mini-Anwesens. Sie hatte auch ein gerahmtes Exemplar des Magazincovers, das sie als den aufstrebenden Stern der urbanen Architektur bezeichnete. Sie lächelte und erinnerte sich an die Worte, die sie gegenüber der Presse gesprochen hatte: Stern, lassen Sie sich niemals von jemandem sagen, dass Ehrgeiz Ihnen nicht gehört. Stern. In ihrer neuen Rolle als Miteigentümerin und Chefarchitektin setzte sie sich weiterhin für nachhaltige Designs und gemeinschaftsorientierte Projekte ein. Investoren drängten sich, mit Hart & Johnson Development zusammenzuarbeiten. Junge Architekten wandten sich an sie und suchten Mentorschaft. Sie fand Freude daran, sie anzuleiten, so wie Dr. Martinez sie einst angeleitet hatte. Bei ihrem Tee sitzend, verspürte sie eine Welle der Zufriedenheit. Sie wusste, dass ihre Reise nicht vorbei war, es gab immer noch hochaufragende Wolkenkratzer zu entwerfen, Viertel zu revitalisieren, geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Aber sie begrüßte die Zukunft. Sie war nicht mehr die schüchterne Hausfrau, die sich unter Kelvins Verachtung beugte. Sie war Amara Johnson, ein Name, der jetzt in einer wettbewerbsintensiven Branche Respekt gebot. Ein sanftes Klopfen an ihrer Tür unterbrach ihre Träumerei. Sie öffnete sie und fand Mrs. Ethel, die einen kleinen selbstgemachten Kuchen in der Hand hielt. Ich dachte, du könntest eine Belohnung gebrauchen, sagte die ältere Frau lächelnd. Amara lud sie herein und blickte über den opulenten Raum. Mrs. Ethel lachte entzückt, Tränen in den Augen. Ich wusste, dass sie eines Tages strahlen würden, flüsterte sie und tätschelte Amaras Wange. Sie saßen zusammen, teilten Kuchen und Geschichten. Und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sich Amara vollkommen im Frieden. Sie hatte ihr Leben zurück und mehr. Sie hatte ihre Träume zurückerobert und sie noch größer gemacht. Sie hatte bewiesen, dass Ehrgeiz, einmal verloren, wiederentdeckt und verstärkt werden konnte. Während die Stadtlichter unter sich funkelten, stellte sie ihren Teller ab und blickte nachdenklich aus dem Fenster. Ihr Handy summte mit einem eingehenden Anruf, möglicherweise eine weitere Interviewanfrage oder eine neue Projektmöglichkeit. Sie lächelte einfach. Die Kapitel ihres Lebens waren noch lange nicht vorbei, aber dieses hier hatte zumindest das glücklichste aller Enden. Sie blickte zurück zu Mrs. Ethel und sagte, leise, aber bestimmt, ich fange gerade erst an, ich bin froh, dass du es bis zum Ende geschafft hast. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Bitte klicke großzügig auf den Like-Button und abonniere für weitere fesselnde Geschichten wie diese. Wir würden gerne von dir hören. Welche Lektionen hast du aus dieser Geschichte gelernt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten. Bis zur nächsten Geschichte.